Bonsoir. Voilà, bonsoir Sacha, on est ravis de vous avoir avec nous ce soir. On vous souhaite la plus cordiale bienvenue. C'est Merci super beaucoup. sympa d'avoir aussi modifié le format puisqu'on devait aussi se voir en présentiel. Je profite de l'occasion aussi pour saluer votre belle-sœur Delphine qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir, mais je sais que vous avez une telle passion pour ce que vous avez à nous raconter que seul, ça suffit amplement et Ça je suis pas ira. sûre qu'on en ait assez avec 45 minutes. On va essayer. Sacha, donc, la marque 8JS, elle est née en 2013. Elle est née de votre imagination et de l'imagination de votre belle-sœur. Cette marque, elle a pour but de perpétuer l'histoire familiale. C'est une marque sportswear qui s'inspire de l'âge d'or de la Formule 1. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce positionnement? Donc oui, effectivement, on a réfléchi au projet déjà en 2013. Pour être complètement honnête, c'est surtout mon grand frère Nicolas qui a quand même 9 ans plus vieux que moi et sa femme Delphine qui est comme une sœur pour moi. On parlait toujours, voilà, j'ai toujours eu, on va dire, cette fibre entrepreneuriale. On parlait, voilà, de plein d'idées, tout ça. Moi, j'étais encore sur les bancs de l'université. Et on commence à parler voilà, d'une marque de vêtements, hein, ça peut être une bonne idée, inspirée de la course. Donc l'idée, elle démarre vraiment d'une conversation à trois, un petit peu l'idée quand même par Nicolas et Delphine, parce que voilà, mari et femme, le soir ensemble, moi je venais souvent dîner chez mon frère, et puis et moi je réalise que c'est une super idée, je me dis c'est une niche, il faut qu'on saisisse, il faut absolument qu'on saisisse on va dire, cette opportunité de pouvoir raconter notre histoire d'une manière qui était différente. Nicolas, lui, est pilote professionnel donc automobile. Moi, j'ai fait l'école hôtelière de Glion et j'avais absolument pas envie de rentrer dans le monde de l'hospitalité. J'ai toujours été, on va dire, très friand d'aventures entrepreneuriales. Voilà, comme je l'ai dit, je suis toujours considéré bon vendeur. Et donc, en fait, je saute là-dessus avec Delphine et on fonde ça à trois avec surtout Delphine et moi en, on va dire, leader du projet. C'est comme ça que c'est parti. Voilà, en 2013. Et puis là, effectivement, en 2013, je me rappelle très bien, on s'est assis à une table avec Delphine, avec un téléphone au milieu. On s'est regardé, on fait bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Il fallait trouver, il fallait tout trouver, il fallait tout inventer. Et donc voilà, c'est parti de là. Et c'est en 2014, finalement, en janvier, qu'on lance notre première collection, puisque les collections donc de mode se lancent 2 fois par an. Enfin, on les lance de base 2 fois par an, donc printemps-été en janvier et automne-hiver en juin. Puis maintenant, bien sûr, avec le digital, on a des lancements presque tous les mois de nouveaux produits. Mais en 2014, ça se passait comme ça. Voilà. Justement, donc, comment se traduit cette inspiration de l'âge d'or de la Formule 1 à travers vos collections? Ben, déjà, le nom, donc AJ's, ça vient d'une réalisation que énormément de pilotes dans les années 60 et 70 avaient un nom qui commençait par J. Euh, Personnellement, je suis fan de ce que mon papa a fait, comme je pense chaque enfant est fan de son père, mais j'ai toujours été absolument fasciné par cette époque finalement que moi j'ai pas vécu certainement. Je suis dans le 90, j'adore voilà les voitures des années 60, 70 et à l'époque, il n'y avait pas autant de films, de photos. On développait les jolies, donc les jolies photos, les beaux tirages comme ça. Donc c'était tellement glamour, quoi, les pilotes qui fumaient une cigarette avant de monter dans la voiture. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est certainement voilà, très romantique. Et en fait, on regardait, on trouve le nom voilà, un soir en regardant un reportage de la BBC qui s'appelle Formula One The Killer Years avec mon frère. J'ai dit, c'est incroyable, ils s'appellent tous John. Ça pourrait faire c'est quand même quelque chose, quoi. C'est quand même un phénomène. Et au moins, ça ancrait la marque dans une époque qui était tellement forte et que finalement, chaque personne peut presque visualiser d'elle-même. Et surtout, ça évitait d'appeler la marque Prost. Donc, on va dire, de cette inspiration qui est, on va dire, ben, tout ce que vous voyez derrière moi, qui est un peu, euh, on va dire, l'homme alpha de l'époque. C'est peut-être un petit peu macho aujourd'hui quand on parle comme ça, mais c'est surtout le glamour de cette époque où le pilote, son épouse, ses mécanos vivaient, finalement, c'était un peu la caravane ambulante, et ils étaient tous sur la piste à tout moment. C'était les motos de fourrure, voilà, le chrono. On imagine voilà, tous ces petits détails qui faisaient en sorte que c'était un monde voilà, bien distinct.
et qu'on voulait traduire finalement dans une marque de mode qui n'est pas une marque héritage, mais qui est quand même une marque finalement bien contemporaine. Donc on a voilà, ancré l'inspiration dans cette époque-là. On va dire, c'est ce à quoi on rêve, mais après, aujourd'hui, ça reste une marque contemporaine, voilà, pour tous les jours. Elle est vendue à travers le monde, mais c'est en Suisse qu'elle a été créée. C'est en Suisse que vous avez votre siège. Quelle est votre stratégie de distribution à l'international? Donc la stratégie de distribution, déjà, elle a beaucoup évolué du moment où on a créé ça en 2013-2014 jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, au début, comme on en parlait un petit peu plus tôt, c'est vrai que c'était très mal vu pour une marque haut de gamme de vendre ses produits en ligne. Je parle de voilà en 2014-2015, alors qu'on essayait de pénétrer un marché wholesale, donc de revendeurs. Effectivement, on a tout de suite commencé par la France et la Suisse. La France parce que c'est un gros marché, ça parle français, et la Suisse parce que c'est la maison. Donc voilà, hein, comme tout, on va dire entrepreneur qui se respecte, j'ai mis les produits dans la voiture et puis on est parti de là. Donc c'est parti de voilà de vraiment d'essayer de pénétrer ce marché wholesale sur une niche bien distincte avec on va dire des marques amies ou un microcosme de marques bien définies. Et puis de fil en aiguille, voilà, on a trouvé un magasin, deux magasins, trois magasins, et c'est parti comme ça. En 2017, on a lancé le site internet et on s'est rendu compte qu'en fait, grâce à notre niche qui est si forte, on a pu atteindre des nouveaux clients qui n'étaient pas forcément dans des zones géographiques dans lesquelles nous avions une présence physique. Donc, c'est sûr que voilà, on va dire l'amoureux, pas forcément de Formule 1, pas forcément de Formule 1 des années 60, mais du lifestyle que pourrait représenter finalement le Steve McQueen moderne, eh ben, il était présent aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Australie, au Japon, en Finlande, en Amérique du Sud. Et puis, de fil en aiguille, voilà, on a créé cette marque qui est worldwide pour l'homme AJ's, mais qui est encore bien francophone finalement pour notre distribution physique, qu'on essaye voilà, de renforcer. Mais le vrai travail, il est sur les points de vente contrôlés par AJ's dans le futur et surtout pour voilà, le développement de notre vente en ligne qui est le futur. Et on voit bien, on est bien content d'avoir pris quand même ce pas-là en 2017 avec ce qui nous arrive aujourd'hui dans le monde, quoi. Travailler dans l'industrie du textile, on parle beaucoup de la fast fashion aujourd'hui, des dégâts qu'elle occasionne à la planète. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Où vous allez faire dans le futur pour positionner votre marque comme une marque durable et responsable? Alors, je dirais qu'il y a quand même deux dimensions à cet argument. Il y a la première, c'est en tant que marque, pas forcément, je ne parle pas tout de suite du produit, mais en tant que marque, qu'est-ce qu'on essaye de vendre et qui sommes-nous finalement? Et ensuite, il y a effectivement au niveau du produit. De toute façon, une marque comme la nôtre, qui est, voilà, je le répète, dans une ultra niche très, voilà, l'homme qui aime bien les voitures, etc., et qui comprend ce qu'on est en train de faire et qui ensuite va se laisser porter à une conversion pour acheter un produit sur notre site, parce qu'on lui a bien expliqué notre produit. On est fabriqué 100% au Portugal, c'est de la très bonne qualité, c'est bien coupé, ça a été complètement pensé et dessiné par nous. Donc, de toute façon, on est sur un produit qui ne va pas être du gaspillage. On achète une chemise chez AJ's, on va la porter dans un an, 2 ans, 3 ans. Voilà, si on s'en occupe bien et qu'on ne fait pas une bêtise au lavage, normalement, il n'y a pas un énorme souci. Le fast fashion, aujourd'hui, vous achetez, vous consommez, généralement, vous jetez presque. Nous, nos produits, ben, vous allez peut-être les donner, vous allez peut-être les mettre voilà, à TextAid, quelque chose, ça peut. Donc, de toute façon, on est dans une dimension où nous, on n'a jamais de stock de collections qui ont plus de, allez, un an. Ça n'arrive pas. Chez nos magasins, c'est pareil. Chez nous, c'est pareil. Voilà, ça vit très vite parce que euh, on va dire, c'est presque pas périssable. Donc, on est dans cette vision-là au niveau de la conception de nos produits et surtout au niveau du marketing. Donc là, on est très fiers, c'est de pouvoir travailler avec des super partenaires au Portugal qui, eux, ont les centaines de certifications nécessaires pour le futur de la marque. Donc aujourd'hui, on produit tout voilà, sous les certifications européennes avec bien sûr voilà, on va dire l'esclavage moderne, comme on peut le voir de temps en temps dans les usines asiatiques. Voilà,
pas de ça chez nous. On fait le tour de nos usines. On a voilà, beaucoup de certifications qu'on demande avant de travailler avec un nouveau partenaire. Mais surtout, les partenaires qu'on a aujourd'hui sont capables de produire des collections entières avec la certification GOTS, qui est la plus dure pour le bio, par exemple. Donc, ça veut dire que même au niveau des machines, enfin, de la manière dont tout est traité, ça doit être bio, sans déchets, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on pense commencer à faire, notamment sur notre nouveau projet qui est la collection enfants, parce qu'effectivement, il y a un discours qui est très porteur à ce niveau-là. Mais après, je ne ferai jamais le choix d'aller simplement, on va dire, avoir une certification pour avoir une étiquette sexy dans un produit si ce n'est pas vraiment fondé. Parce que finalement, aujourd'hui, voilà, comme je dis, une marque comme la nôtre qui est niche, on a un produit qui est bien dessiné, bien designé pour le client final. Généralement, c'est très lean, comme on dit en anglais. C'est pas, voilà, c'est très fit. Donc voilà. Et puis, le prochain, moi, ma vision, je pense, c'est presque plus politique, mais ma vision, c'est que les marques de vêtements aujourd'hui doivent être responsables surtout au niveau du transport, parce que la fabrication, oui, le coton bio, oui, il y a voilà, comme c'est comme au supermarché, des fois, vous achetez des fruits bio qui viennent du fin fond du monde, alors que vous avez voilà, du pas bio, mais local. Donc, finalement, aujourd'hui, nous, on produit au Portugal. Là, on va dire 80% de nos ventes se passent en Europe. Je dors tranquillement. Si on commence à shifter nos ventes voilà, énormes aux États-Unis, je vais me dire, bah, tiens, va peut-être falloir qu'on trouve une usine correcte sur le continent nord-américain. Là, ça fait du sens finalement de ne pas avoir des produits qui sans arrêt vont et viennent au-dessus de l'Atlantique dans des avions qui brûlent du kérosène. Là on parle intelligemment, mais c'est ce que je condamne un peu, voilà, c'est le discours politique de dire ah bah oui, on a fait du bio. Puis on se balade avec bio sur la tête et puis voilà, il faut un petit peu, il y a toujours un juste milieu à choisir en fait pour voilà, faire les choses correctement, selon moi. C'est une opinion personnelle. On reste justement sur le continent américain. L'ancienne Gap vient d'annoncer qu'elle allait fermer toutes ses boutiques en Europe d'ici le premier semestre 2021. H&M, Zara et bien d'autres sont en train ou vont prochainement fermer des boutiques. Et malgré tout, les ventes en ligne de ces enseignes ne compensent pas totalement les pertes de la fermeture des magasins. Quelle est votre vision de l'évolution de l'industrie de la mode, justement? Moi, je pense que de toute façon, les gens vont être forcés de s'habiller. Donc, ma vision en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, en 2020, avec la marque que j'ai on va dire quand même la conjoncture actuelle, plus des gens ferment de boutiques, moins des gens voilà, réussissent finalement à vendre leurs produits, ben plus j'ai une place à me faire. Donc ça, c'est le discours purement, on va dire, compétitif de la personne qui essaie de percer dans son marché. Après, je pense que des grands groupes, voilà, comme celui d'Inditex pour Zara, Gap, c'est probablement un problème plus profond, franchement, que le coronavirus et que les ventes en ligne. Aussi, Voilà, c'est quelque chose de différent. C'est une marque qui va pas bien depuis quelques temps, qui avait voilà, son nom, c'est Gap, c'est entre le prêt-à-porter et enfin, mais c'est un modèle très américain qui fonctionnait très bien. Voilà, quand un drapeau américain surtout ça fonctionnait. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Après, Inditex, oui, c'est sûr que ça fait peur. Après, ils ont eu une lancée absolument incroyable avec une verticalisation de leur organisation qui était juste magnifique. Peut-être qu'ils ont vu trop gros très vite et que finalement, sur Internet, peut-être qu'ils ont un client qui aime bien aller en magasin, qui aime bien essayer de ramener les choses. Donc, nous, on a un client qui, une fois qu'il a acheté un produit sur le site, en magasin ou physiquement, ou même à essayer sur le site et que c'est sa taille, il revient et il s'embête plus parce qu'il connaît sa taille et qu'on le guide de manière voilà, très précise. Donc, malheureusement, il y a énormément d'éléments pour voir ça. Nous, malgré le corona, on fait presque l'un de nos meilleurs mois d'octobre. Donc voilà, je pense que, comme je disais, je nous considère comme une marque de textile, certes, mais plus une marque au sens large. Voilà, vraiment un brand qui aujourd'hui fait du textile et habille les hommes, bientôt les enfants. On a aussi des collections pour femmes, mais demain, voilà, ça peut être une application de navigation, ça peut être une chaîne de restaurants. C'est vraiment le lifestyle au sens large tel que l'homme l'imagine. Voilà, de toute façon, on vit dans
dans un monde où on est obligé de faire rêver les gens, que ce soit pour une nouvelle montre, pour aller voir un film, pour une paire de chaussures ou une voiture. Donc, c'est ce qu'on fait. Le but, c'est de faire rêver les gens. Et je pense que si le discours est correct et que c'est fait de manière humaine, il y aura toujours de la demande. Voilà. Vous avez dit qu'ils ont peut-être vu trop vite, trop grand. Vous, vous avez vu très tôt, puisque vous aviez 22 ans quand vous avez décidé de lancer votre marque en 2013. Vous étiez encore étudiant à Lyon à l'époque. Devenir entrepreneur si jeune et encore étudiant, c'était une évidence pour vous? Comment on en arrive là? Non, je pense qu'une évidence, ça l'est jamais. Voilà, comme je dis, il y a une jolie, je dis toujours une jolie idée parce que voilà, c'était une belle idée, c'est une aventure familiale, c'est un peu, d'une certaine manière, perpétuer ce que voilà, mon père a fait dans le sport d'une manière un petit peu différente, de faire vivre ses valeurs. Finalement, il n'y avait pas, on a vraiment réalisé qu'il n'y avait pas une marque inspirée du sport automobile qui l'avait fait tel que nous l'aurions voulu, en fait. J'avais pas envie de porter les marques inspirées par le sport automobile ou la course. Ça nous représentait pas, donc on s'est dit pourquoi pas nous. Donc en fait, c'était vraiment venu, ça vient vraiment du cœur, quoi. C'était vraiment un projet passion. C'est sûr que je voyais les choses de manière beaucoup plus, beaucoup plus rose à 22 ans, voilà, en prenant la voiture, en allant voir les premiers magasins et en se prenant, on va dire, un petit peu claque sur claque quand même. Mais je sais que j'ai toujours eu, voilà, un peu le feu au fond de moi où je n'arrêterai pas. Et on n'a jamais arrêté. Et j'ai eu la chance, voilà, d'être bien entouré, d'avoir beaucoup appris de mon frère qui est plus vieux que moi, de Delphine. Et petit à petit, je me suis vraiment trouvé finalement dans ce rôle-là et je m'y suis voilà, complètement épanoui. Mais je pense qu'il faut, quand on est jeune, c'est sûr qu'on a tendance à penser qu'on sait les choses sans forcément le savoir. Et voilà, bah, j'ai réalisé tout de suite que ce n'était pas le cas et puis qu'il fallait écouter les gens qui avaient plus d'expérience. Et souvent, les gens qui ont plus d'expérience ne sont pas forcément beaucoup plus vieux. Et c'est ça qui est dur de temps en temps d'une manière purement d'ego, quoi. Il faut rester les pieds sur terre et puis il faut voir. Mais après, il n'y a que l'expérience que l'expérience. Donc, je suis très content de l'avoir fait, d'avoir commencé ça très jeune parce que c'est déjà 7 ans d'expérience et j'en ai que 30. Donc, en étant complètement seul. Donc voilà. Justement, qu'est-ce qu'on n'apprend pas sur les bancs d'école? Qu'est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, maintenant à 30 ans, vous auriez envie de dire, de raconter, de partager à un jeune homme de 22 ans ou une jeune femme de 22 ans qui veut se lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Bon, il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas sur les bancs d'école. La première chose comme entrepreneur qui a, on va dire, une voie à l'international, c'est la TVA. c'est, tout ce qui n'est pas sexy, on n'apprend pas ça à l'école. Tout ce qui est, voilà, tout ce qui touche à la frontière suisse avec l'Europe et la TVA d'un côté, de l'autre, voilà, les taxes, c'est ça. On produit un produit européen et on doit le vendre dans le monde. Vous êtes une société suisse. Voilà. Commencer avec ça. Et là, on va dire, on peut rigoler sur les bancs d'école. En tout cas, moi, j'ai pas étudié ça. Après, peut-être que j'étais pas dans la bonne école exactement pour ça. Certainement, ça s'apprend, bien sûr. Mais je pense que c'est un tout. Il faut réussir à être nimble. Ce que j'ai appris à Glion, et ça, j'en suis éternellement reconnaissant d'avoir fait des classes d'hôtellerie. Finalement, c'est t'apprends à couper les oignons. Ensuite, tu apprends à les cuire et ensuite tu deviens chef et après tu passes dans la salle et après tu peux gérer ta cuisine. De manière très crue, c'est ça. Donc, tu fais les cartons, tu les passes toi-même d'une douane à l'autre, tu les livres toi-même, voilà, et ensuite tu peux mettre en place une structure, on va dire, logistique stratégique. Et je parle toujours de la logistique parce que pour moi, c'est presque ma plus grande fierté. C'est pas forcément la collaboration avec la F1 ou une jolie chemise ou ça, c'est d'avoir créé une entreprise. On n'est pas qu'une marque, c'est une entreprise avec un très bon, une très bonne chaîne d'approvisionnement, une très bonne logistique. On livre très vite partout, c'est carré, je sais exactement ce que j'ai comme pièce où. Il y a toujours des problèmes, mais c'est voué par notre métier. On va dire, on fait quand même beaucoup de pièces et c'est du tangible. Donc il y a toujours voilà, quelque chose on ne sait pas forcément, on sait, mais ça fait partie. Mais ça, c'est vraiment la chose qui m'a, voilà, la plus grande fierté, c'est d'apprendre à faire quelque chose
et de voir plus grand et finalement de développer ça. Donc voilà, comme quand on m'a appris à couper les oignons à Glion et puis finalement après de gérer la cuisine pendant mes classes, ben finalement c'est pareil. J'ai dû apprendre à faire les cartons moi-même avant de pouvoir engager une entreprise et leur dire exactement comment je voulais mes cartons parce que je savais que c'était comme ça que mes clients seraient contents de le recevoir. Donc voilà, on n'apprend pas tout, mais je pense que c'est surtout l'état d'esprit d'avoir envie d'apprendre qu'on apprend quand même à l'école. Voilà. Ça, c'est quand même important. Moi, j'ai jamais été très partisan de l'école, c'était pas un bon élève, mais plus je vieillis, plus j'ai presque envie d'y retourner pour apprendre plus de choses et puis devenir meilleur finalement au poste auquel je suis. Voilà. Vous avez dit quelque chose d'assez intéressant. On est un peu dans l'homme alpha avec l'âge d'or de la Formule 1. Est-ce que Sacha Prost, il est CEO alpha ou plutôt collaboratif? Ça dépend des jours. Non, ça dépend surtout sur quoi. Si je suis sûr que c'est, ouais, c'est peut-être bête de dire ça. Je pense jamais être sûr d'avoir raison. J'essaie de jamais être sûr. Voilà. Après, je pense que quand on lit d'une équipe, il faut quand même faire preuve il faut s'affirmer, il faut faire preuve de volonté. Ça, je pense que c'est jamais un problème. Et quand il s'agit de l'organisation, ça, je suis assez ferme. Après, j'essaye le plus possible d'inciter tout le monde à se parler le plus possible. On est dans un open office, je peux vous montrer c'est qu'une partie du bureau, mais vous avez voilà les bureaux, tout le monde est ouvert, tout le monde peut venir se parler. Alors il y a des moments où bien sûr on doit faire les choses à peu près calmement parce qu'on est sur un contrat de licensing ou sur voilà une feuille Excel compliquée, mais le but c'est tout le monde se parle, on se pose des questions et ensemble on, il doit y avoir un certain conflit parce que ça aide à la productivité et finalement à accomplir quelque chose de plus grand. Donc voilà, on va dire dans un jour où tout le monde est au bureau, là c'est de plus en plus compliqué. On est 8 personnes, c'est une petite équipe, tout le monde peut amener quelque chose de très signifiant. Donc tout le monde peut avoir une idée qui va changer quelque chose pour le mieux, ou en tout cas on aura essayé quelque chose qui n'a peut-être pas marché, mais au moins on sait où on en est. Donc moi je suis assez fier de ça, voilà, d'avoir un bureau où les gens me parlent. Voilà, je veux dire, CEO c'est un poste, mais le but c'est d'avoir une vision et de réussir à la traduire en faits concrets. Et ça c'est impossible à faire sans une équipe qui a envie d'y arriver et qui partage cette même vision. Justement, après 6 ans du lancement de la marque, quelle est votre vision pour le futur? Où est-ce que vous voulez aller? Donc la vision pour le futur déjà c'est de continuer à pas faire de grosses erreurs comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc on n'a jamais voilà eu les yeux plus grands que le ventre. On essaye de faire les choses calmement, continuer à travailler dur et surtout à innover parce on a lancé pas mal de nouveaux produits, des nouvelles plateformes, des nouvelles chaussures, des nouvelles voilà vestes techniques. Par exemple, on travaille avec des tissus comme Polartec, par exemple, qui sont très techniques, qui vous tiennent chaud, mais vous ne transpirez pas. Bon, c'est des choses qui sont toujours très intéressantes à lancer. Donc, je pense qu'il faut garder cette soif de ça. Mais aujourd'hui, le monde est en train de changer. Je pense réellement qu'on ne pourra plus jamais travailler comme on a travaillé même l'année dernière. Ce n'est pas forcément pour un mal. Je pense que les choses vont peut-être changer pour une nouvelle norme qui soit peut-être voilà, plus lean. Ça va être il va peut-être avoir moins de brouhaha autour du business. Voilà. Euh, et je pense certainement que l'avenir d'Ages aura une dimension technologique à la marque pour réussir à faire vivre ce lifestyle de manière concrète et physique à nos membres. Donc voilà, quand je parle des membres, c'est nos clients, c'est les gens qui font partie de notre newsletter. Et on est en train vraiment de lancer comme une sorte d'automobile club voilà, qui se passerait complètement de manière digitale, mais qui va servir aux gens pour pouvoir se retrouver et finalement partager leur passion. Mais la passion automobile, elle est absolument infinie, telle qu'on le voit, puisque en fait, on parle toujours de niche, mais ça représente quand même énormément de personnes. On peut faire un peu un parallèle avec Harley, qui a réussi ce pari, je trouve. Est-ce que c'est un peu dans ce sens-là que vous voyez l'avenir? Harley Davidson? Mhm. Ouais, c'est sûr qu'Harley Davidson a enfin, je veux dire, c'est presque un culte hein, aujourd'hui. Après, on va dire, je pèse mes mots, c'est pas ce qui est facile, mais
quand on a une Harley, on utilise le lifestyle, le produit et son lifestyle avec. Les vêtements sont venus après. Voilà. Généralement, on a la Harley, puis ensuite on achète toute la panoplie. Mais c'est vrai qu'au niveau de la force de la marque et de l'envie on va dire, de l'utilisateur du produit de se retrouver, de faire, voilà, je veux dire, on voit par exemple à Port-Grimaud, il y a toujours dans le sud de la France le Mini Darlet. C'est absolument incroyable. Je veux dire, il y a un amour pour cette marque, tout ce qu'elle représente. Voilà, c'est un peu l'Amérique des années 90 d'une certaine manière. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a une similarité à ce qu'on essaye de faire, d'attirer les gens dans un lifestyle et finalement de leur offrir la possibilité de le vivre. Voilà, j'ai une chemise en jean, il y a juste la petite voiture ici. Il n'y a que moi qui le sais, mais un jour, voilà, nos clients, ils vont tomber sur une autre personne qui a ça. Ah, bah, tiens, t'aimes bien la voiture, t'as vu la course ce week-end. Ça fait partie de ça. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les gens le vivent. Donc, c'est pas seulement j'achète un produit et je retourne à ma vie normale, c'est j'achète le produit et je vais pouvoir accéder finalement à un monde dans lequel j'ai déjà envie j'ai envie d'en faire partie. J'ai envie de rencontrer des gens qui partagent la même passion que moi et j'ai besoin de faire quelque chose avec ce produit. Donc, en fait, voilà, le but à travers cette plateforme qu'on va lancer, je pense au courant de l'année 2021, c'est de donner la possibilité aux gens de vraiment faire quelque chose. Donc, c'est d'aller faire une balade en voiture à plusieurs, c'est de se retrouver, c'est de voir où est-ce que les gens ont conduit et finalement de liker leur chemin et de faire pareil. Donc, c'est vraiment ce sera presque un réseau social finalement basé autour de la conduite. Voilà, avec plein d'avantages finalement pour nos membres. Donc voilà. Donc il y aura le futur, il y aura une dimension technologique, c'est sûr. Votre père, il a forcément une place dans cet univers. Il a déclaré dans une interview pour Paris Match, être le fils d'eux est souvent un désavantage plutôt que le contraire. Quel est votre point de vue? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir à prouver peut-être plus qu'un autre? Non, c'est pas la phrase, elle n'est pas fausse complètement, surtout quand on évolue dans un monde qui n'est pas celui de la F1. C'est sûr que quand voilà, on marche dans un paddock de Formule 1, généralement, je connais presque tout le monde. Donc oui, on peut se dire, ah, bah, tiens, là, il y a des avantages. Bien sûr qu'il y a des avantages. Je pense que le nom de famille, de toute façon, de base, suscite l'intérêt, dans un sens comme dans l'autre. À partir du moment où on a suscité l'intérêt, on va peut-être avoir plus de facilité à avoir, ah tiens, on va regarder quand même parce qu'on ne sait jamais. Mais par contre, on est tout de suite jugé, on est tout de suite le fils de quelqu'un. Le fils de quelqu'un, il ne peut pas avoir fait quelque chose de bien tout de suite. Voilà. Donc la première impression, en fait, c'est pas une première impression, c'est 2, 3, 4 impressions. Donc oui, voilà, après je vais pas me plaindre et puis de toute façon, j'ai jamais été le fils de quelqu'un d'autre, donc je peux pas comparer. Mais c'est vrai que ça dépend. Au tout début dans le monde du textile, on me disait mais pourquoi est-ce que toi pourquoi est-ce que tu fais pas de la course comme tout le monde? Vous savez, c'est un monde assez fermé, donc c'est un peu non, vous êtes des sportifs, c'est vulgaire le sport, c'est pas pour nous. Ça, je parle de la vraie mode. Mais on devait faire partie un peu de ce monde-là. Donc voilà, non, je pense qu'il y a des moments où c'est sûr que ça a pu faciliter quelques contacts. Et puis il y a des moments où oui, c'est vrai que c'était pas du tout mieux pour moi. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que jamais mon père, enfin, à chaque fois que j'ai essayé de demander, il n'est pas du tout impliqué dans l'aventure, mais à chaque fois qu'il y a eu une mise en contact à travers mon père, ça n'a jamais fonctionné. Jamais. Donc, être le fils de quelqu'un, mais ça aurait pu voilà, être quelqu'un de complètement différent et moi dans un secteur complètement différent, d'être pistonné par son père, moi, d'expérience, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai toujours essayé de me débrouiller un petit peu tout seul. Et ces 4 premières impressions, finalement, peuvent devenir qu'une première impression. Et puis, du coup voilà. Mais je pense que voilà, après, tout le monde est différent et chaque situation est différente. Donc, elle doit être pesée à sa juste valeur. Dites, oui, on m'a demandé souvent pourquoi je ne fais pas de la course automobile. Fin 2017, vous avez participé à votre première course automobile. C'était le trophée Andros, mais version électrique. Qu'est-ce que ça fait de marcher justement sur les traces de son père, en plus pour une course qu'il a gagnée 3 fois par le passé? Ouais, alors j'ai fait 2 saisons d'Andros et puis après j'ai arrêté parce que c'était 7 week-ends de suite
euh, entre Noël et on va dire février. Puis pour moi, avec les collections, c'était vraiment trop sportif. J'avais du mal à être trop impliqué dans AJ's et puis dans ça. Non, oui, alors c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique pour un fils de pilote de Formule 1. J'ai une enfance, on va dire, privilégiée, certes, mais très normale finalement à l'échelle voilà, de l'arc lémanique, j'ai envie de dire. Donc, j'ai pas du tout été on va dire, proche du monde de la Formule 1 jusqu'à finalement le lancement d'AJ's où j'ai beaucoup plus finalement participé. Les gens de la F1 qu'on connaît et avec qui j'ai été ami, je les voyais pas du tout finalement dans ce cercle-là. Donc finalement, la course, c'était très tabou. J'ai une maman qui voulait pas du tout qu'on fasse ça et qui voulait absolument qu'on fasse les études voilà, avant. Et en fait, à la fin des études, j'ai eu deux, trois problèmes de hanche. Et du coup, de toute façon, moi, c'était même pas une option pour moi. Après avoir eu 16 ans, 17 ans, je savais très bien que je ne serais pas pilote de Formule 1, quoi, malgré le fait d'avoir essayé. Donc, finalement, la course, voilà, c'était très sympa. C'était une aventure avec mon frère qui a beaucoup fait l'Andros et qui le fait encore. Je referai l'Andros, je referai voilà, des courses, je fais des courses avec Nico, avec d'autres personnes voilà, pour m'amuser. J'adore ça, j'ai ma licence de course, j'en fais, j'estime avoir un niveau plus que correct pour quelqu'un qui roule presque jamais. Je suis absolument mordu de course automobile et d'automobile en général, mais c'est sûr que moi, ma passion première, c'est de mener à bien ce projet qui est Jace. Donc voilà, je veux dire, le soir, je vais plutôt lire le Financial Times que Auto Hebdo, même si les voitures me passionnent extrêmement. Voilà. Vous êtes né en Suisse, vous avez fait vos études en Suisse, donc votre cœur, il est en Suisse, mais je pense qu'il y a aussi un petit bout de vous qui est en France, de par votre histoire familiale. Comment vous voyez l'opportunité start-up, nouvelle entreprise en France versus Suisse? Est-ce que c'est plus facile de se lancer, d'oser en France ou en Suisse? Alors, connaissant bien les deux pays, mais je suis le plus suisse de ma famille. Enfin, mon frère et moi sommes les deux Suisses. Et j'ai jamais vécu en France, hein. Moi, je suis né à Lausanne, mais je connais quand même bien les deux pays. Oui, j'ai une partie de mon cœur qui est quand même français. Je vais pas, voilà, je renie pas mes origines, mais on a beaucoup de chance ici parce qu'on va dire que de lancer une entreprise, je pense que c'est plus simple ici. Tout est plus, alors ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est voilà, straightforward. C'est clair. Enfin, vous avez votre entreprise, une SARL, ça va assez vite. Je veux dire honnêtement, en une semaine, vous pouvez lancer vous pouvez avoir votre propre entreprise. Ce qui est là où je dis toujours que c'est compliqué, ça a été compliqué pour nous et c'est quand même toujours un challenge. C'est déjà on va dire le coût salarial en Suisse est bien plus élevé, ça c'est clair. Ça prend beaucoup de place une marque de vêtements. Les bureaux, ça coûte cher en Suisse. Sauf si on va dans certains endroits, mais de toute façon, il faut quand même pouvoir rester pas loin de l'aéroport, etc. Voilà, on a nos bureaux à Nyon. Et après, on n'est pas en Europe. Voilà. Donc nous, on a trouvé, voilà, on a fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque où je faisais moi-même les cartons, j'avais de très bonnes relations avec la société Gonran à Genève, et puis avec eux, on a trouvé en fait le système de la représentation fiscale. Donc en fait, on a une représentation fiscale en France et on achète nos biens et on les revend au sein de l'Union européenne avec un numéro de TVA français. Et c'est qu'un simple échange de TVA, tout en étant une entité suisse. Donc en fait, on a fait ça, mais si vous voulez, sans avoir quelqu'un avec, enfin, vous allez parler de TVA autour de vous, c'est presque tabou, quoi. Donc d'avoir trouvé ça, ça a été vraiment top. Mais c'est ce genre de choses qui font en sorte que c'est quand même compliqué, on va dire, avec un investissement moindre et puis étant vraiment un family business, d'ouvrir une société qui va être vendue de manière internationale sans perdre énormément d'argent ou faire des grosses erreurs. La première collection, on l'a fait revenu en Suisse. Elle était dans le grenier de ma mère. On a payé, voilà, à l'époque c'était 8% encore de TVA dans un sens, de trucs. Enfin, c'était très compliqué. Je veux dire, les comptables, ils nous ont dit, mais vous avez fait quoi? Donc ça, c'est le genre de choses voilà, qui sont un petit peu compliquées. Et le coût, après, en Suisse, j'estime que la Suisse est plus simple parce que les gens ont plus envie. Vous appelez quelqu'un, je sais pas, il y a une certaine entraide en Suisse qui est quand même un petit peu plus facile. Et puis après, bon, le dernier point, j'ai envie de dire négatif de la Suisse, c'est que vous avez
8 millions de personnes qui vivent dans presque 3 petits pays différents. Donc, vous voyez, c'est sûr que vous êtes aux États-Unis avec 360 millions de personnes qui parlent la même langue et lisent la même presse. Vous allez de New York à Los Angeles, vous avez le même café, la même rue. Voilà, de temps en temps, c'est pas on envie par exemple les États-Unis, mais on se dit, tiens, c'est sûr que si on avait on peut devenir très gros beaucoup plus vite. Mais après, je pense que en tout cas, le design in Switzerland, le fait qu'on soit voilà, une entreprise suisse, et on est très fiers de l'être et on le revendique, il y a quand même un certain gage de qualité qui vient aussi. Donc voilà, on pèse les pour et les contre, et puis finalement, moi, je suis quand même bien content d'être chez nous. Voilà. Plutôt, vu qu'on est pour l'Association suisse des cadres, une question qui est plutôt liée à notre association. On dit que les parcours professionnels aussi sont plus du tout linéaires, beaucoup moins attendus. Dans le futur, on va faire plusieurs métiers dans sa vie. Si demain, vous deviez repartir de zéro, c'est dans quel domaine que vous seriez tenté de jouer, d'essayer de tenter votre chance? Alors, c'est une question que je me pose une fois par an, on va dire. C'est généralement, on a quand même la mélancolie de l'entrepreneur, ça arrive. On a une soirée par an où on se dit, tiens, on aurait pu faire ça. Non, je pense que de toute façon, j'ai toujours été j'ai toujours eu envie de faire quelque chose un peu moi-même. Donc, si c'était pas forcément le textile, ce serait peut-être voilà quelque chose de plus voilà dans le monde du tech. Je suis extrêmement intéressé par les nouvelles technologies, par ce genre de choses. Vous avez d'ailleurs fait tout votre site web vous-même, vous ne l'avez pas dit, mais Et c'est complètement moi qui gère alors j'ai une équipe super qui m'aide voilà pour les tâches on va dire journalières, mais le site internet et tout ce qui est on va dire technologique d'AJ, c'est moi qui gère entièrement là pour l'instant. Mais donc voilà, j'adore ça. Mais après, je me suis trouvé là-dedans. Donc alors, voilà, à 22 ans, je me serais pas dit, tiens, je vais me lancer dans le tech. J'étais avec Lyon, c'est quand même quelque chose d'assez old school. C'était événementiel et hospitalité. Donc non, je me serais pas. Voilà. Aujourd'hui, si d'un coup je devais me reconvertir, effectivement, ce serait ou la tech ou alors les secteurs financiers. C'est quelque chose qui m'attire extrêmement, mais quelque chose qui, on va dire, j'étais pas voué à faire ça plus jeune. Mais aujourd'hui, ça me plaît énormément. Donc voilà, que ce soit voilà, plus dans le private equity, dans le venture capital, voilà, tout ce qui est tech, mais c'est quelque chose que de toute façon j'aurais envie de faire plus tard. Voilà, mais ça m'intéresse énormément. Mais aujourd'hui, ma passion première, c'est d'avoir une marque de vêtements et de la faire grandir. Mais au sens large, de toute façon, tout ce qui touche à la conquête, on va dire à la vente, à acquérir un nouveau client, à faire rentrer quelqu'un dans notre aventure, à vendre une chemise en plus, tant qu'il y a cet aspect un petit peu vente, conquête, moi j'aime bien ça, conquête, un nouveau pays, un nouveau client, là, quand on voit Kuwait, Argentine, alors qu'on n'y a jamais mis les plaies, je me dis, bon, bah, ça c'est ça qui est beau finalement dans notre métier et dans le monde dans lequel on vit. Donc, ce ne serait pas quelque chose de si lointain, je pense. Voilà. c'est vraiment passionnant de discuter avec vous, Sacha. Il y a pas mal de questions déjà, donc on va prendre déjà les questions par écrit et après j'inviterai les gens à poser les questions oralement. D'accord. J'ai Eleonora qui dit, vous parlez d'Inditex, mais ne vous positionnez-vous pas plus haut de gamme et sur un autre business model? Oui, alors bien, Inditex, c'est un business model qui est absolument unique presque, puisque d'ailleurs, en fait, dans notre l'usine dans laquelle on produit au Portugal, ils fournissent une partie d'Inditex. Mais nous, on est dans la section plus haut de gamme, puisqu'en fait, on est dans la section qui s'occupe aussi de Moschino. On utilise d'ailleurs exactement les mêmes cotons. Donc oui, pour répondre à votre question de manière pragmatique, on est bien plus haut de gamme qu'Inditex. Ça n'a rien à voir. Il me semble qu'on parlait d'Inditex plus sur, on va dire, le futur très proche, on va dire, de la conjoncture, on va dire, économique, de comment voilà, ça se passerait dans le futur. Et je pensais qu'Inditex, voilà, Inditex, effectivement, a peut-être vu trop d'acquisitions trop vite au niveau des. Il y a des rues entières Inditex aujourd'hui où vous avez Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, voilà, les uns après les autres. C'est absolument le nombre de gens qu'il faut dans ces boutiques pour replier la pile après que vous l'ayez dépliée. C'est un truc de dingue. Donc c'est pas étonnant. Et d'autant Voilà. plus qu'avec le nombre de collections, d'autant plus avec le nombre de collections qui font Ah oui, paraître. c'est presque une nouvelle collection toutes les 2 semaines chez eux. Donc voilà, si on prend tout bout à bout, effectivement, le business model, à partir du moment où vous avez un tout petit peu de moins, je pense qu'ils sont sur des marges qui sont
très très réduite. Donc, dès qu'il y a un tout petit peu moins de fréquence dans un magasin, je pense qu'il est voué à fermer. Donc voilà, mais ça, oui, non, désolé si j'ai pas été clair. De temps en temps, j'ai pas un français, on va dire, très limpide. Donc effectivement, mais non, on est sur un positionnement qui est différent que celui d'Inditex. Voilà. Il y a Corinne qui nous demande à quel moment est-ce que vous avez engagé votre premier collaborateur et pour quelle fonction? Alors, le premier collaborateur, on l'a engagé, c'était une collaboratrice, Pauline, et elle avait beaucoup de chapeaux, Pauline, parce que voilà, on a commencé. Donc en fait, ça s'est passé pour la petite histoire. On faisait tout, Delphine, moi et un petit peu Nicolas. Nicolas a toujours été le financier, donc le CFO de la marque, mais Delphine et moi, on faisait un petit peu tout ensemble. Et puis, on va dire que très vite, de toute façon, c'était évident qu'elle prenne le rôle de la directrice artistique, bien qu'on fasse quand même du design ensemble. Et moi, bien sûr, on va dire le rôle de la vente. Et puis, à la suite du CEO, puisque voilà, j'aime bien organiser les choses, je suis très procédure en fait. Procédure voilà, de mettre un nouveau CRM, etc. Et donc, en fait, la première personne qu'on a engagée, c'était parce qu'on avait besoin de photos, on avait besoin de toutes ces petites choses qui font une marque de vêtements. C'était un petit peu de graphisme, un petit peu de photos, un petit peu de voilà, nous aider pour les visuels et puis le dehors de la marque. Et puis au fur et à mesure, en fait, moi je suis un petit peu devenu photographe sur le job. Et après Pauline, on a eu plein d'autres personnes et puis on est enfin avec l'équipe actuelle, avec des gens dont certains que j'ai formés vraiment de A à Z pour faire exactement ce qu'on veut. Et aujourd'hui, le poste, il n'a pas un nom dans le monde du travail qui serait, on va dire, on dit, ben oui, assistante de direction. Non, il n'y a pas un poste. C'est très compliqué. Finalement, j'ai un e-commerce manager qui va pouvoir me faire une vidéo, les photos, m'uploader euh, des nouvelles pièces sur le site. Enfin, voilà. C'est sûr qu'on a une manière de travailler qui est assez unique avec des gens qui font plusieurs choses différentes. Mais ce qui est super, c'est que quand il y a quelqu'un de malade ou qu'on veut des idées, au moins tout le monde sait un petit peu ce que les autres font. Et ça, c'est vraiment très bénéfique pour notre développement pour l'instant. Avant de continuer à vous poser des questions, j'invite maintenant les participants qui ont envie de s'exprimer oralement à lever la main, donc avec la fonction lever la main, et au fur et à mesure, comme ça, je pourrai vous donner la parole. En attendant que les mains commencent à se lever, j'ai Johan qui demande, est-ce que vous vous souvenez de votre première vente? La première vente, oui, je m'en souviens à peu près. C'était un magasin qui s'appelait Lorenzbach. J'essaie juste de savoir si c'est Lorenzbach Reichstad ou c'est. Ouais, il me semble que c'est Lorenzbach Reichstad. Mais c'était pas la mieux parce que j'ai pas envie de dire que c'était pistonné, mais effectivement on connaissait le magasin. Moi j'ai quand même semi grandi là-bas et c'était un montant. La première c'était 15 000 francs suisses pour une saison, ce qui est une grosse commande hein, dans les marques aujourd'hui. Et moi dans ma tête je fais le nombre de magasins qu'on avait prévu, le truc, je fais oh, c'est bon on est nickel. Et tout de suite j'ai dû faire face à la dure réalité finalement du textile. Mais dans les premières ventes, il y a eu quand même, j'ai eu Harrods quand même très tôt, ça c'était super. Et puis après, moi j'aime bien les petits magasins qu'on a chinés comme ça. À l'époque, j'étais presque 4 jours par semaine en voiture, finalement, à faire le tour de la Suisse et de la France. Donc déjà, j'ai visité mes deux pays, parce qu'étant à l'école jusqu'à l'âge de 22, je n'avais pas forcément voyagé dans mes propres pays. Et surtout, on a trouvé voilà, plein de magasins comme ça, parce que je suis rentré, ah, vous avez un joli magasin, est-ce que ça vous dérange si je vous présente la marque? Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais vous avez un petit bout de l'histoire. Je vous passe la parole en direct pour poser votre autre question qui est très intéressante. On vous écoute, Corinne. Bonsoir, bonsoir. J'avais envie de savoir quelle était la première personne qui vous a fait confiance et pour quelle raison en fait? Alors, la première personne qui nous a fait confiance, à part bien sûr notre famille qui a voulu quand même nous accompagner sur le tout début de la marque, je pense que voilà, ça a été la première personne, enfin la première
entité, c'est une entité familiale pour qu'on puisse finalement nous mettre le pied à l'entrée. Ensuite, je pense que vraiment la première personne qui nous a vraiment fait confiance en se disant, OK, vous êtes une vraie marque, parce que c'est ça au début, c'est quand est-ce qu'on devient une vraie marque. Aujourd'hui, je pense qu'on l'est parce qu'on on a un chiffre d'affaires conséquent avec des ventes dans le monde entier en ligne, mais c'est surtout notre agent à Paris qui gérait aussi les marques telles que Jacob Cohen, Aligny, Santoni, même Villebrequin, MC de Saint-Marc, voilà, tout ce genre de marques qui font vraiment partie de notre écosystème et qui finalement nous a fait confiance après 2 rendez-vous finalement où ils nous avaient pas pris, quoi. Et je pense qu'à ce moment-là, on s'est dit, OK, si eux, c'est le meilleur agent de France pour ce genre de marque, nous prennent, c'est qu'on continue. Finalement, quand on est jeune entrepreneur, tous les ans, on se dit, OK, on continue ou on va chercher un vrai travail. Et puis finalement, voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. Bonjour Sacha, j'avais une question. Quels sont vos concurrents en termes de produits et mondiaux et en Suisse et principalement mondialement en fait? Donc nos concurrents, pour faire l'histoire, on va dire complète, ça a un petit peu évolué parce que au tout début on va dire de l'histoire, on pénètre vraiment un nouveau marché. En fait, j'ai tout de suite vu qu'on avait un marché autour de la marque Jacob Cohen. Pourquoi? C'est une marque de jeans très haut de gamme, on va dire presque luxe. Mais surtout, j'ai identifié que c'était un super client. C'est un client très fidèle. Donc, les premiers, pas concurrents, mais marques amies pour positionner la marque, ça a été l'écosystème voilà, autour de Jacob Cohen. Et ça, en fait, on a vraiment réussi à percer un marché avec ça, puis se faire notre place. Par contre, au niveau online, mondial, et puis même dans les autres boutiques d'Europe, on va dire que les principales concurrents sont des marques comme Fusalp, Moncler, vous avez potentiellement Rossignol, Stone Island, souvent des marques d'outerwear parce qu'elles sont véritablement inspirées d'un monde qui existe, que ce soit le ski, l'aventure. Voilà, ce genre de marque-là, c'est toujours, on va dire, un concurrent. Après, dans les marques logiques, vous avez tous les Ralph Lauren, Lacoste, Gant, etc. C'est sûr qu'on est dans ce marché-là. Là, on se démarque, c'est que même si au niveau des prix, on va être aussi cher qu'eux ou voire un tout petit peu plus, au niveau de la qualité, on est bien meilleur puisqu'en fait, on a une qualité qui est plus semblable à celle de Moschino ou même celle de Dolce Gabbana, voilà, pour faire un exemple. Donc voilà. Après, on a des concurrents qui ne sont pas forcément des concurrents market ou des concurrents prix, mais qui vont nous faire la concurrence par le lifestyle qu'ils représentent. Et ça peut être des marques comme Deus, qui sont véritablement un AJs inspiré de la moto, qui ont très bien réussi, ou ce genre de marque-là. Voilà. Rodika, cette fois, je crois que tu as le son. On t'écoute. Oui, vous m'entendez? Très bien. Oui, d'accord, parce que mes écouteurs ont lâché à un moment donné. Oui, justement, je voulais vous dire que j'ai bien aimé votre expression. Les gens qui ont le plus d'expérience ne sont pas forcément les plus âgés. Et je suis très d'accord avec l'expression, mais mis à part cela, indépendamment de l'âge ou de genre, est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez eu un mentor ou une mentor? Et si oui, quelle est la leçon la plus marquante que vous avez apprise de ce mentor? Alors, merci beaucoup. C'est vrai, ça, je l'ai dit déjà parce que en fait, je reviens juste sur l'expression de l'expérience vient pas forcément de quelqu'un de plus âgé. Et ça dépend un petit peu de quoi on parle. Surtout, c'est en tant qu'entrepreneur, parce que effectivement, on me pose souvent la question, jeune entrepreneur, quel est le truc le plus dur finalement, c'est de réussir à mettre un peu son ego de côté, parce qu'on aime bien être l'entrepreneur jeune qui réussit, c'est cool, et c'est une position qui est facile de l'être, mais pour qu'elle soit facile et finalement qu'elle serve à l'entreprise qu'on essaie de créer, il faut vraiment mettre ça de côté. Et ça, j'ai pas peur de le dire, c'est quelque chose qui est difficile à faire. On aime bien avoir raison, surtout en plus quand on travaille en famille. Donc, j'ai envie de dire,
premier mentor, ce sera toujours mon grand frère, voilà, qui a été un père pour moi, qui m'a souvent, voilà, qui m'a énormément aidé. Et puis après, voilà, au fur et à mesure, on a d'autres mentors qui se constituent. J'ai une très bonne relation avec l'ancien CEO de Polartec, qui a été aussi dans le management de Timberland à l'époque où ils ont vendu à VF Corp. Donc, c'est des gens qui ont vraiment beaucoup d'expérience dans des entreprises qui sont énormes, mais qui sont exactement dans notre marché. Et c'est quelqu'un avec qui je parle presque, on va dire, tous les mois. On se fait un Zoom comme ça pendant 1 heure. Et je lui dis, voilà, je pense faire ça, qu'est-ce que tu penses? Ça, je pense que c'est très important, de parler. Je parle beaucoup, il y a beaucoup de personnes. J'ai bien sûr mon père qui est un certain mentor pour moi. Je suis quelqu'un qui a besoin de parler et d'extérioriser finalement ses sentiments parce que être, on va dire, chef d'entreprise, ça peut être très dur finalement sur le moral. Donc c'est voilà. Je pense que après, pour répondre à la question, le meilleur conseil, finalement, ça a été celui-là. Ça a été de dire maintenant, il vaut mieux écouter, prendre un step back, va faire du vélo, va faire du sport. Je suis très attaché au sport. Pour moi, c'est extrêmement important de pouvoir lâcher prise, d'être quelqu'un d'autre pendant ne serait-ce qu'1 heure ou 2 heures, quoi. Et voilà les choses d'une meilleure manière et de pas finalement aller dormir avec la même idée du matin. Et il faut toujours que les choses évoluent. Ça, c'est, je pense, le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Merci David. Tu as aussi une question? Bonsoir. Je voulais savoir si dans votre marché, si les réseaux sociaux jouent un rôle pour le développement de votre marque. Oui, merci David. Écoute, oui, c'est sûr que les réseaux, c'est comme toute marque en ligne qui se respecte aujourd'hui, c'est extrêmement important. D'ailleurs, c'est un point sur lequel on aimerait être encore meilleur. C'est pas qu'on ne soit pas, mais c'est vrai c'est quelque chose de très important et je pense qu'on n'a pas encore véritablement trouvé la clé d'or finalement qui ouvre on va dire le funnel vers des ventes illimitées sur Internet. Et ça, je pense, c'est marrant, mais cette question, elle est très, très, très proche de celle du pays dans lequel on a décidé de monter sa boîte. Des réseaux sociaux, ils sont très importants et aujourd'hui, une marque aux États-Unis, en étant un petit peu malin, on se débrouille. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'influenceurs suisses, il y en a qui prétendent l'être, mais c'est très compliqué de faire ça aujourd'hui. Donc, avec Claire Lise, on parlait juste avant finalement cette conversation du niche marketing et de l'influenceur marketing qui pour nous est extrêmement viable et profitable finalement. Puisqu'une fois que vous avez tapé dans le 1000, c'est vraiment un client que nous, on va garder très longtemps. Donc, on a un panier moyen d'environ 250 € par commande et un returning customer aux alentours des 25-30% sur les 3 dernières années. Donc, c'est vraiment très gros. Et finalement, une fois qu'on a on dit piquer, c'est pas très sympa, mais une fois qu'on a piqué le client, c'est vrai qu'il est addict, c'est quoi, et il fait partie de notre écosystème. Et donc oui, il y a énormément de nouvelles acquisitions clients qu'on a fait ces derniers mois, ces dernières années à travers les réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup Dominique, on t'écoute. Bonjour Sacha, Dominique de Buman. J'ai une question à vous poser parce que vous avez votre entreprise qui est située en Suisse. Et la Suisse, c'est bien sûr le pays de l'horlogerie. Et on sait que le domaine des montres est très important dans la compétition automobile. Et d'où ma question, est-ce que vous avez des projets soit de développer votre propre série de montres, soit de faire une sorte de venture, de joint venture avec une marque qui serait connue et qui pourrait vous permettre de vous étendre avec votre ligne d'habits? Bonsoir. Alors, c'est une très bonne question. Je suis absolument un dingue de montres et d'horlogerie. C'est d'ailleurs une de mes passions premières. Donc c'est une très bonne question qu'on m'a posée plusieurs fois. Effectivement, en fait, je suis trop amoureux des montres pour prétendre pouvoir lancer une marque de montres moi-même. Je sais, j'ai pas l'idée, mais elle m'est pas encore venue de la nouvelle manière de décider
dessiner un boîtier ou alors un cadran qui serait mieux ou différent que ce que certaines marques font en ce moment. Donc oui, l'idée nous est bien sûr, mais surtout très souvent passée par la tête de faire finalement une collaboration, une joint venture. C'est presque un mot qui est plus juste pour ce projet-là avec une marque d'horlogerie suisse. Voilà, on a de très bons contacts avec plusieurs marques du coin, j'ai envie de dire, que ce soit voilà, Taguière, d'autres marques, etc. Et c'est sûr que moi, je serais très heureux un jour de réussir à faire ça de la manière la plus logique possible, sans que ce soit simplement notre logo estampillé sur un cadran et puis vendu à une série limitée, que ce soit vraiment quelque chose au niveau de la conception de la montre ou d'un certain modèle, que ça aille un petit peu plus loin. Et je pense que c'est quelque chose qui arrivera certainement parce que j'en ai une envie profonde, mais il faut que ce soit voilà, le bon moment. Donc voilà. Mais oui, on y pense bien sûr. Merci beaucoup. Les dernières questions, je vous invite à lever la main. Je passe la parole à Corinne. En fait, ma question, elle est dans le même sens que celle d'avant, en me disant, bah, après avoir fait le tour des pantalons et des chemises, vous lancez quoi comme autre produit? Et dans ma tête, il y avait un peu d'horlogerie, mais est-ce que vous avez pensé à d'autres produits? Oui, alors c'est une très bonne question. Alors c'est sûr qu'avant d'avoir fait le tour des pantalons et des chemises, il y a quand même le temps de rouler. J'ai envie de dire, nous aujourd'hui, on a à peu près 100 références sur le site de présentement, donc ça voilà, ça va exactement de la chemise au pantalon, en passant par la chaussure, etc. Donc Ah ouais. il y a quand même énormément de développement à faire, hein. Aujourd'hui, on présente quatre modèles de chaussures, enfin un modèle décliné en quatre couleurs et matières. Le but, c'est demain, on va dire juin l'année prochaine, c'est de pouvoir avoir 10 paires de chaussures, quoi. Donc, ou 20, voilà, etc. Et qu'il y ait une haute, une basse, une sandale pour la plage. Je dis une bêtise, mais donc la profondeur de l'offre produit va devoir extrêmement agrandir. Donc, ça, on est quand même très focus là-dessus parce que j'ai un peu cette connotation à être très enthousiaste, à vouloir faire plein de choses, mais quand même, aujourd'hui, on doit se concentrer sur ce qui est concret et ça restera le textile. Après, c'est sûr que les montres, voilà, c'est une bonne idée, mais c'est très complexe et honnêtement, c'est pas le bon moment, voilà, aujourd'hui. On va lancer une ligne de lunettes très rapidement. Ça, je pense que c'est un super atout. Voilà, les lunettes spécifiquement conçues pour la conduite avec des verres minéraux. Voilà, ce serait quelque chose haut de gamme, mais avec un prix abordable, tel qu'on le fait sur le reste de nos produits. Et puis après, comme je disais un petit peu plus tôt, je pense que le prochain produit, ce sera quelque chose de technologique. Et donc, ce sera quelque chose finalement qui va permettre aux gens de pouvoir se retrouver pour aller conduire ensemble et finalement vivre le lifestyle entre eux sans que nous ayons forcément à l'organiser à chaque fois. Donc voilà, il y a ces choses auxquelles on pense. Mais après, voilà, la marque, elle est infinie. On pense à des chaînes de restaurants, on pense à beaucoup de choses. Mais après, je pense que il faut déjà voilà, asseoir la marque de manière, en tout cas dans certains marchés clés, comme étant une marque lifestyle de vêtements. Et puis ensuite, on va pouvoir développer. Mais les opportunités, elles arrivent des fois sans que vous ayez forcément fait exprès. Donc voilà, on ziote, on est à l'affût des prochains, déjà de nos prochaines boutiques en nom propre, des prochains aux opportunités de pop-up store. Dans la boutique, est-ce qu'il y a un café? Est-ce qu'il y a une petite, voilà, un petit coin cuisine où on serait capable de faire vivre le lifestyle, voilà, de la course des années 70, 80, mais de manière contemporaine à nos clients. Voilà, on pense à tout ça, mais c'est sûr que le but, c'est avec tout ce qui est derrière moi en tête, il faut que ça fasse du sens et que ça reste logique. Donc, ouais. On va répondre à ta question, Corinne? Oui, tout à fait, merci. Super. Jürg, est-ce que tu aimerais dire quelque chose, poser une question? Oui, moi j'ai trouvé que c'était énormément fascinant. Juste une question peut-être. Avez-vous déjà vécu une crise parce que il y avait beaucoup de succès dans votre carrière, mais est-ce qu'il y avait quelque chose comme une crise dans le développement de votre entreprise? Oui, bah alors des crises.
crise, c'est un mot fort hein, quand même. Ouais, Crise, c'est un mot fort. Je pense que crise, c'est quand vraiment, voilà, on est obligé de se séparer de certains collaborateurs, on est obligé d'arrêter certaines choses. Je pense que, alors, on a eu fait certaines erreurs au tout début où, vous savez, construire une. Nous, on n'est pas des. Alors, ma belle-sœur est une designer, c'est son métier, elle a fait l'école, elle a fait. Mais mon frère et moi, on est plus voilà, des vrais entrepreneurs. Quand on achète des polos, alors on les a dessinés, c'est les nôtres, on a fait le modéliste, tout, mais c'est une position financière sur un produit qui doit nous ramener tant. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est capable de penser de cette manière. À l'époque, on dessinait un peu, ah oui, oui, ce serait cool de faire ça, ce serait cool de faire ça. Aujourd'hui, tout est vraiment pensé. Donc, c'est comme si vous aviez un portfolio, on va dire, de sécurité en bourse et vous avez vos fonds qui vont importants. Ensuite, vous avez votre petit truc risqué dans la tech de Palo Alto. Ensuite, vous avez, voilà. Donc, c'est un petit peu la même chose avec une marque de vêtements. On a nos cash cows, nos stars qui sont par exemple les chaussures, les cash cows qui sont les chemises. Voilà. Et donc, en fait, on pense de cette manière-là. À l'époque, on a eu 2-3, on va dire, scary moments parce qu'on n'avait pas forcément pensé de cette manière-là. Et on aurait pu potentiellement vivre ce qui aurait été une crise, mais on n'était encore que 3 dans l'aventure. Et donc, on s'est débrouillé et puis on a fini par tout vendre. Et d'une crise est né quelque chose de mieux qui a été une organisation plus solide. Après, il faut quand même se rappeler qu'en mars de cette année, on a vraiment vécu une crise. Là, on s'est réveillé un matin en se disant, OK, mais qu'est-ce qui se passe? On va tous, déjà, on va tous mourir et deux, il n'y aura plus rien. Donc, on a la chance d'avoir eu un pays qui nous a aidés. On a fait les démarches nécessaires. Voilà, on a réussi à travailler avec des collaborateurs qui étaient à un taux plus restreint de travail, étant à la maison. Et au fur et à mesure, on est tous revenus au bureau de manière complètement normale. Et puis là, bien sûr, on doit reprendre des mesures, mais c'est des mesures qui sont simplement physiques, ce n'est pas des mesures qui sont forcément financières. Donc voilà, aujourd'hui, je pense aussi qu'on est une entreprise d'une envergure qui est quand même, on va dire, boutique ou moyenne. Et donc, on a le luxe de pouvoir se retourner facilement parce que voilà, c'est très flexible, c'est très nimble. On n'est pas voilà, Nestlé qui, dès qu'il se passe le moindre chose quelque part, ça a des répercussions absolument désastreuses sur le reste de la société. Vous êtes agile en fait. Voilà, on essaye de l'être et de pouvoir le rester, mais c'est vrai que je dis toujours, j'adore les procédures. C'est vrai que c'est de rester agile tout en étant très organisé. Hein. C'est là, je pense que ça, c'est ma fibre suisse. J'aime bien quand les choses sont claires, simples, surtout garder les choses le plus simple possible. Mais la technologie aujourd'hui nous permet d'avoir un fonctionnement finalement qui soit très, très simple. Stéphane, on t'écoute. Bonjour, dans le secteur du marketing pour capter les nouvelles générations avec le e-sport, Mercedes a fait des publicités pour les gamers qui retraçaient l'historique de Mercedes et qui a connu un succès où c'était la première fois qu'il y avait une marque imposante qui s'associait pour glaner et faire du commerce auprès des nouvelles générations. Est-ce que ça peut être des idées de sponsoring pour votre marque? Oui, bien sûr. Alors, de toute façon, aujourd'hui, on va dire, il n'y a plus de règles. Il faut être le plus. La seule règle, c'est il faut être ouvert à tout et il faut pas avoir les œillères de cheval. Voilà. Donc, de toute façon, moi, je pense que c'était quelque chose qui était voué à être un succès pour eux. Tout le monde parlait du e-sport, oui, vous savez, dans le monde du sport automobile, les gens se disent, ah bah tiens, il y a des gamins de 15 ans qui vont prendre nos jobs, hein. Les pilotes, ils en parlent comme ça. Donc c'est sûr que ça a fait peur. Je pense que les deux mondes coexistent. Effectivement, c'est très dur, par exemple, pour moi je veux dire, je suis dans mes amis, je suis un des seuls qui ait posé la PlayStation à 14 ans. Et je ne l'ai plus jamais touché, j'ai jamais été très gamer. J'ai toujours préféré jouer au hockey sur glace, au foot avec les copains, être dehors et faire les choses en vrai. Malgré que j'aime beaucoup la technologie. Donc c'est dur en fait de réussir à avoir la vision de tout ce qui se passe en même temps aujourd'hui. C'est ok, ça se passe sur Internet, voilà la mode, c'est TikTok, c'est les gens qui dansent, etc. Ensuite il y a ça, ensuite il y a les mouvements politiques qui sont extrêmement compliqués à identifier et à traiter de manière juste et laïque en tant que marque de vêtements finalement qui n'a aucune
on va dire, j'ai aucun but politique personnellement, et la marque non plus. Et ensuite, vous avez voilà l'e-sport. Donc moi, je pense que effectivement, on regarde tout ce qui se passe dans l'e-sport. Pendant le confinement, on a sponsorisé 2-3 pilotes, on a fait 2-3 ventures en fait avec des entités qui retransmettaient pardon les 2-3 courses de e-sport. Mais c'était à l'époque où les pilotes de Formule 1 étaient devenus des athlètes de e-sport. Donc moi, ce qui m'intéresse surtout dans votre question, c'est le futur de demain. C'est aujourd'hui, j'ai un target qui a à peu près cet âge-là, et je vais devoir plaire à son fils. Généralement, le fils aujourd'hui, il n'a pas envie de s'habiller comme son père. Ça, c'est un challenge. Donc, est-ce que ça passe par le e-sport? Aujourd'hui, et tel qu'est placée notre marque, j'identifie à ce jour aujourd'hui, d'opinion personnelle et de recherche, que c'est pas forcément l'e-sport qui va gagner là-dessus. Donc, voilà, c'est un très bon exemple, mais c'est pas forcément ça pour nous. Par contre, de réussir d'une manière ou d'une autre à attirer une clientèle qui soit un petit peu plus jeune et qui finalement, c'est pas qu'elle n'a pas connu cette histoire, mais c'est qu'elle s'en fout complètement de Steve McQueen et de Paul Newman, qui nous sont finalement nos icônes et nos héros de l'époque. Mais il va falloir qu'on lui fasse comprendre ça d'une manière cool, telle qu'on le voit aujourd'hui, ben voilà, sur TikTok, exactement. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire, et c'est extrêmement, je n'ai pas envie de dire difficile, parce que difficile, c'est comme si on n'avait pas envie de le faire, mais c'est très challenging. Voilà, c'est très challenging de réussir. Mais moi, aujourd'hui, sur le site, je vois des clients qui sont clients chez nous depuis 3 à 4 ans, et d'un coup, c'est la même adresse et c'est c'est pas le même prénom, mais c'est le même nom et c'est la même adresse. Alors là, j'ai gagné. Là, et ça peut être un t-shirt à 65 €. C'est pas grave si c'est pas une grosse commande, mais j'ai converti son fils, donc ça fonctionne. On a réussi à créer des collections qui soient finalement assez polyvalentes pour avoir, on va dire, le sweatshirt un petit peu oversize porté par le fils de 15 à 18 ou 20 ou 30, même s'il faut, et la veste en cuir qui, elle, coûte 1200 francs suisses et qui est portée par quelqu'un d'un petit peu plus mûr. Voilà. Après, on est dans du théorique, hein, parce que vous pouvez très bien avoir une personne de 65 ans qui met un sweatshirt, comme mon père par exemple, et puis moi qui ai 30 ans et qui préfère mettre la veste en cuir. Donc voilà, chacun son truc. Mais effectivement, ça fait partie des challenges de demain pour une marque comme nous, c'est de réussir à rester finalement relevant avec toutes les classes d'âge et de manière présente. Voilà. Donc vous avez tous la possibilité encore dans les 3 prochaines minutes d'activer votre micro pour poser une question. Profitez-en parce qu'après on va gentiment se quitter. Olivier, je vois que le micro est activé. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Ok, ça n'a pas l'air d'être le cas. Il y a Eleonora qui avait encore une question. Eleonora, est-ce que tu veux la poser? Est-ce que tu veux activer ton micro? On t'écoute. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Super. Oui, alors moi, tout d'abord, j'aimerais, bravo, c'est une super conférence. J'ai apprécié, c'est frais, c'est vraiment un plaisir de voir un dynamisme tel. Merci. Je suis également entrepreneur et je suis également dans le textile, donc mes questions sont très portées textile et fabrication. Je me suis demandé si les chaussures étaient également fabriquées au Portugal, parce que vous disiez que vous faisiez une grande partie au Portugal. Oui, alors les chaussures, historiquement, elles ont toujours été faites en Italie, dans le nord d'Italie, vers Bologne, qui est un des endroits les plus connus pour les chaussures. Et en fait, d'un souci, on va dire, logistique et surtout de facilité pour nous, parce que on fait tout nous. Quand je dis on fait tout nous, c'est-à-dire qu'on dessine, on fait le modélisme et on va jusque dans nos usines voir nous. Voilà, c'est jusqu'à on va dire la chaîne de production. Moi, je vois exactement mon produit, je sais exactement par qui c'est fait, quand, comment, voilà, pourquoi. Et en fait, on a voulu. Il y a aussi un écart de prix qui est pas moindre entre l'Italie et le Portugal. Et vous n'avez pas forcément un delta de qualité, voire il y a une meilleure qualité au Portugal. Et surtout, vous avez beaucoup plus de possibilités. On était un petit peu bloqué avec notre fournisseur italien
ça allait pas assez vite, c'était pas exactement comme je voulais. Et voilà, vous l'avez dit, on a beaucoup de dynamisme, donc il fallait qu'on produise des chaussures mieux, plus vite. Et en plus, l'usine de chaussures, elle se trouve à 12,5 km de l'usine de textile à Porto. Donc, nickel. Voilà, sauf qu'on a mis du temps à trouver la bonne entreprise. On a fait 3 ou 4 fournisseurs dans ce secteur-là avant de trouver notre nouveau partenaire. Avec qui nous sommes absolument ravis des produits qu'il nous a sortis. Alors par contre, on se fournit quand même chez Margom en Italie pour tout ce qui est semelles extérieures. Et il y a des parties de cuir italien. Voilà, ça dépend. Mais généralement, ça a quand même été un très très bon step pour nous d'être au Portugal. Voilà. Ok. Oui. Oui, je suis navrée. Les cuirs, j'ai vu que sur votre site, vous aviez beaucoup de cuir. C'est également de la production Portugal. D'où la provenance des cuirs? Non, alors les cuirs, comme ces bombers-là, par exemple, ceux-là, ils sont entièrement faits en Italie encore. Donc ça, c'est pas des... Ça, on a encore le Made in Italy à l'intérieur ici. Donc ça, c'est encore fait en fait à côté de Naples. Et pour l'instant, on est très heureux là-bas. Donc, on a encore des petites choses qui sont faites en Italie. On a des sacs qui devraient revenir là bientôt. La production italienne, elle a quand même pris un coup avec le coronavirus. Donc, c'est un peu les dernières choses qui sont arrivées sur le site. Ça devait arriver un petit peu avant, mais bon, c'est pas forcément un gros problème. Et puis, voilà, tout ce qui est ceinture, pour l'instant, on fera encore là-bas. Le cuir en Italie, c'est encore très, très bien. Et vous avez des gens qui travaillent très bien, ça va à peu près vite, voilà. Après, pour tout ce qui est coton, ça, on est assez vite parti. Parce qu'au début, c'était 100% Italie, la production. Ok. C'est bon? Oui, juste le site est très clair et très joli aussi, très, très cool. Merci. Ça, je le prends personnellement, que c'est moi qui m'en occupe, c'est gentil. Félicitations en tout cas. Merci. Alors ça, le site, si jamais vous voulez monter un site internet de vente en ligne et que vous savez pas comment faire, le plus simple, c'est déjà d'aller sur YouTube et de taper comment faire un site avec Shopify et ça vous explique tout. J'ai pas une énorme, honnêtement, j'avais pas une énorme connaissance. Après, maintenant, j'arrive à écrire des lignes de code moi-même pour pouvoir changer des choses sur mon site, etc. Mais vous voulez vendre des choses sur Internet, la meilleure plateforme, c'est Shopify. On m'a vendu des choses à 30 000, 50 000 francs suisses ici, avec des gens qui étaient incompétents, qui ne savaient pas comment vendre des produits. Voilà, vous allez sur Shopify, prenez le plan gratuit ou le plan à, 15 € par mois, et vous faites un site de vente en ligne. En une nuit, c'est fait. Voilà. Merci pour le tuyau. Dominique, je crois que tu vas encore dire quelque chose, puis après, on va gentiment se quitter. J'aimerais surtout remercier Sacha non seulement de son témoignage et de la franchise des réponses qu'il nous a données, mais c'est surtout pour notre association Suisse des cadres un modèle de développement personnel. On a un rajeunissement en vue de nos membres et ce qu'on essaye de faire, quelle que soit la fonction qu'on exerce, c'est d'avoir un modèle pour soi et de trouver une manière d'apporter quelque chose à la société tout en se développant. Et ces webinaires qui sont organisés par notre association et auxquels vous avez participé ce soir sont une émulation, sont une manière d'avoir ce qu'on appelle des best practices, notamment dans le domaine industriel. Et je me permets une petite note personnelle en saluant l'effort qui est accompli par votre entreprise de travailler dans un réseau européen. On voit qu'il y a des matières premières, qu'il y a un savoir-faire. C'est quand même important aussi sous le plan du développement durable d'éviter les transports inutiles et d'arriver à la qualité qui est la vôtre. Merci infiniment de nous l'avoir prouvé de manière aussi claire et vivante. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. C'est toujours très agréable d'entendre des jolies choses comme ça. Après, c'est sûr, je me dédouane pas, mais je dis en fait, de toute façon, je ne saurais pas vendre un produit dans lequel je ne crois pas et que je ne porterai pas moi-même. Donc en fait, on va dire la production portugaise et européenne à la base, elle est même pas. C'est bête, hein, c'est assez naïf finalement, mais au début, c'était même pas un souci de dire ah bah oui, ça va être bien au niveau marketing. C'est juste parce qu'on est allé au meilleur endroit possible, avec la meilleure qualité possible, sans faire des trajets complètement ridicules de
de tissus d'un côté et de l'autre de la planète. Donc voilà, c'est arrivé hein, finalement complètement naturellement. Mais aujourd'hui, ben, on est en train de capitaliser là-dessus. D'ailleurs, j'ai une partie de mon équipe qui travaille à comment est-ce qu'on va implémenter de manière plus significative ce discours dans notre site internet, parce qu'aujourd'hui, on ne le voit pas encore très bien, à part dans la page About Us, mais j'aimerais que ce soit plus vivant finalement. Et ce qui est toujours dur en ligne finalement, c'est que moi, je ne peux pas aller me mettre en live sur mon site internet et dire ah, bonjour, bah alors voilà comment j'ai fait la chaussure, chose que finalement on aimerait bien presque faire. Mais voilà, merci Dominique, c'est gentil. Merci. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier infiniment Sacha pour son temps, sa spontanéité, sa franchise, son humilité aussi. Il y a peu d'entrepreneurs qui osent parler d'ego, de savoir mettre son ego de côté. Il y a peu d'entrepreneurs qui osent affirmer que oui, parfois, c'est moi qui prends les décisions parce qu'il faut donner une vision, un horizon et que le collaboratif, c'est bien, mais parfois, il faut quand même aussi montrer où on souhaite se diriger. Votre sensibilité à un écosystème durable malgré vous, en produisant en Europe, en limitant les transports. Voilà, donc vous êtes vraiment un bel exemple de l'entrepreneuriat du 21e siècle, comme on aimerait qu'il soit. Et pour ça, je vous félicite. Je suis hyper contente qu'on ait fait davantage connaissance avec vous. Un immense merci. Merci. Et puis, ben, on va diffuser ça en ligne sur YouTube. Donc, ceux qui n'ont pas pu en profiter, en profiteront à ce moment-là. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.